Appréhender la transition démographique, alors nous allons tâcher d'appréhender dans l'ordre. L'ordre est le suivant. Tout d'abord, nous aurons la possibilité d'écouter Elsa Fornero, qui est ancienne ministre du Travail, des Politiques sociales et de la parité en Italie, qui nous parlera essentiellement de la réforme de 2012. Ensuite, je regarde mes notes en même temps, nous aurons Monsieur l'ambassadeur Gunnar Lund, qui est ambassadeur de Suède en France. Nous avons tous les yeux braqués sur l'Europe du Nord, qui constitue un modèle en la matière, sur cette transition démographique. Et nous lui demanderons donc de nous parler de son expérience. Puis Dorothée Wisika. Alors, vous êtes donc de la Banque africaine de développement. Vous nous parlerez bien évidemment de votre expérience de praticienne. Ensuite, André Masson, qui est de l'école des hautes études en sciences sociales, qui nous parlera bien évidemment de son immense savoir en la matière. Hervé Lebras, qui est donc à mes côtés, qui est un talentueux essayiste et aussi statisticien de l'Institut national d'études démographiques. Donc avec vous, on parlera de méthode essentiellement, de savoir de quoi l'on parle. Et je vais tout de suite donner la parole au maître de séance, au maître des lieux, qui est Jean-Michel Charpin, du Cercle des économistes, pour présider ce débat. À vous, Jean-Michel. Merci, Patrick. Ça faut... Ah oui. Oui, excusez-moi, non, et, à force de vouloir aller vite, surtout que vous me disiez que pour une fois qu'il y avait une table ronde, qui n'est pas ronde d'ailleurs, mais qui est paritaire, je crois que je vais me faire tuer à la fin du débat, mais à culpa, vraiment, oui, on attendra la fin. Donc Pervenche Berist, qui est bien évidemment du Pérez, excusez-moi, du Parlement européen, vous nous parlerez plus spécialement de la crise et vous pourrez m'engueuler à la fin de la séance. Je vous en prie. Bon, j'ai fait un faux départ, donc maintenant je pars pour de vrai. Un des thèmes très importants de ces rencontres, c'est la question des temporalités et de leur rapport. Une temporalité importante, mais peut-être pas primordiale de notre sujet, c'est celle de l'urgence, dans la mesure où un certain nombre de pays européens n'ont pas encore réalisé des réformes des retraites suffisamment puissantes, suffisamment durables, pour ne pas avoir à s'en occuper dans le contexte de crise financière dans lequel nous sommes. Et donc il y a un certain nombre de pays, dont l'Italie, mais aussi à certains égards la France, qui doivent dans l'urgence compléter leur système de retraite. Mais sur ce sujet, la temporalité la plus importante, ce n'est pas l'urgence, c'est celle de la succession des générations. La succession des générations que nous vivons tous comme un phénomène primordial au plan personnel ou familial, mais qui est aussi un phénomène crucial au plan collectif, parce que les différentes générations se succèdent, qu'elles ne sont pas équivalentes, et notamment en Europe, depuis longtemps, et encore pour longtemps, l'actualité est marquée par la génération du baby-boom, beaucoup plus nombreuse que les autres, et qui, à tous les stades de sa vie, a marqué l'actualité économique et sociale. Nous sommes encore dans le cadre du choc du vieillissement suscité par la génération du baby-boom. La première génération du baby-boom, c'est 1946. Donc cette génération a atteint les 60 ans en 2006, ce qui veut dire que la charge des retraites, depuis 2006, augmente dans tous les pays, plus dans ceux dans lesquels les réformes des retraites n'ont pas été assez puissantes, mais même dans les autres, il y a une certaine importance de cette charge. Et la grande question du moment, c'est de savoir qui va porter le poids financier de cette charge supplémentaire. Plus la durée d'activité peut augmenter et moins la charge à payer est forte. Et puis, il y a des questions distributives, d'équité, de savoir sur qui doit porter cette charge. Mais déjà, alors même qu'on est dans cette période de gestion du vieillissement, on voit déjà arriver les enjeux qui sont au-delà de cette période. La génération du baby-boom va progressivement vieillir, puis quitter la scène, puisqu'elle est en train
de cesser son activité actuellement. Dans le cas français, par exemple, à partir de 2035, les ratios démographiques se stabilisent. C'est-à-dire la population active sur la population inactive, ce type de ratio se stabilise. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 2035, par les nouvelles générations de retraités ne sont plus des générations du baby-boom, ce sont des générations post-baby-boom, et donc ce sont des générations moins nombreuses. Et puis, aux alentours de 2035, les taux de mortalité dans les générations du baby-boom deviennent très élevés, ce qui fait les flux démographiques s'inversent. Et 2035, c'est loin, mais c'est pas si loin. Et donc, on commence à avoir dans la perspective temporelle la préparation de cette période-là. Sur le plan géographique aussi, il faut voir les choses assez largement. On parlera de l'Afrique notamment, qui est actuellement un continent jeune, mais qui lui aussi vieillit. Et à plus long terme, c'est-à-dire une fois digéré le passage de la génération du baby-boom, c'est évidemment la fécondité qui va faire la différence entre les différentes sociétés, les différents pays, et qui va orienter l'avenir démographique. Et on sait que les comportements de fécondité, très complexes, très difficiles à comprendre, mais en tout cas tiennent plus aux mentalités qu'aux allocations, ou plus aux fondements anthropologiques qu'à la politique économique. Notre table ronde donc sera placée entre l'urgence des réformes, notamment des réformes des retraites, et la perspective longue de la relève générationnelle et du monde post-baby-boom. Merci Jean-Michel. Donc Elsa, c'est à vous. Je rappelle que vous êtes ancienne ministre du Travail, des politiques sociales et de la parité en Italie, que vous êtes de l'université de Turin et que vous allez vous exprimer en anglais, même si vous parlez parfaitement français. Vous avez la parole. Je vous demanderai de ne pas dépasser 10 minutes, si c'est possible. Voilà. Je vous en prie. Merci beaucoup, mais je préfère parler en anglais et je m'excuse. Je suis désolée, comme italien, mais je préfère parler en anglais. Non, mais l'anglais est une langue latine Voilà. aussi. Allez-y, je vous en prie. So I'm very glad to be here, and I want to take the opportunity of the presence of students in particular to try and explain two characteristics of the reform process which I have personally been involved. And the first, let's say, feature is that there is a huge distance between being a university professor and studying problems and having to decide on people's lives. It is a completely different thing. And the second message I want to give you, particularly to the young that are here, is that reforms, we have an outcry for reforms today, but reforms are living organisms. They have to live in society. There isn't the perfect pension reform that is, let's say, easy to implement in whatever society, let it be a European country or America or whatever. So reforms have to be adapted and have to be endorsed by people, otherwise they wither. So we talk about demographic transition. There will be stability in the future, okay, but now we have ahead of us two, 3, 4 decades of dramatic aging of our population. And you can see there is the evolution of the old age dependency ratios. And you see that there are two countries, one is Italy and one is Japan. They are similar in various ways, although I hope Italy will not have such a prolonged recession that Japan has experienced in the past 2 decades. But they will experience a doubling of what we call old age dependency ratio.
which is about to change society. And it's a challenge that we have to react. Other countries have more or less the same, France and all other European countries. With respect to this demographic transition, we have discovered on our own experience that our institutions and also our markets, and I mean particularly the labor market, were not designed to face what we now call the demographic transition, where ill design had too much, let me say, political interference, too much of the, let's say, we just redistribute resources, and too little of a proper insurance design. And we see the results. The results of this is, double. On the one hand, you have a concentration of income, wealth, power, political and economic power into the hands of middle and upper middle age generations, which leave the young generation destitute and obliged to only have short horizon planning. On the other hand, you have public debt, both debt that is expressed by bill and bonds, but also implicit debt, which is made of political promises, promises that gives to the present generations too much with respect to what the economy can support, can sustain. So we have discovered this, and then, as I said, the outcry for reforms. Reforms of what? Reforms of the pension system, first of all, social security system, but also labor market. And these are the two reforms I was asked to enact as a Minister of Labor in the technical government of Mario Monti. But then it also comes what you yesterday called le choc des temps. Le choc des temps was that we could not simply, let's say, sit with the social partners, discuss our reforms, and act. No. Why? It's because financial markets were taking their revenge. So we had, otherwise we wouldn't have been asked to, Mario Monti would not have been asked to make a government, but there was this emergency, and there was this sense of risk for not only for Italy and for the Italian debt, but for the euro and maybe for Europe. So you know everything of a good pension reform by theory. There is a general consensus by large of what a good pension reform is. And I've written a lot about this. But then there is the necessity to act in an emergency situation. And that is how we did our pension reform. So I want to give you this message. I think there is in the Italian pension reform a very high rebalancing of, let's say, generational relationship, but this has been almost cancelled under the, let's say, cut in expenses that were the most prominent result expected from the reform. So the reform has been interpreted in the light of austerity measures, which are disagreed upon everywhere in Europe, are disagreeable, and were not considered in terms of rebalancing of relationship between generations, taking from your generation some of the debt that was hidden in the past promises and some of the explicit debt that was originated by short horizon policies. And this is also the same. So our reform has all the ingredients. Postponement of the retirement age,
increase in the retirement age of women to have uniformity of retirement ages between women and men, the indexation of pensions, which is a hard measure, indexation of all retirement ages to longevity, and most of all, the immediate application of the contribution-based pension formula, meaning that as for future seniorities in Italy, all accruals are according to the DC, defined contribution way of calculating benefits, which means exactly that it is like you had a pension account where all the contributions that you make matter, really matter. And this amount of money, this amount of saving, is transformed into an annuity when you retire. And it gives a higher annuity if you retire later. So these are the ingredients of the reform. And they are, but what made the reform very harsh to people? As I said before, the sense of urgency. We could not have a transition. So the transition means that everything had to be done in a hurry, and there was no possibility to discuss this with people. And this was what I paid in the subsequent labor market reform, which I also interpret as a rebalancing of relationship between generations, but again has been taken against the current generations. So my point is, well, consider always the empirical facts, because you never know, even if you are a university professor, you could be asked to become a minister and enact a reform. This is the first lesson. The second lesson is that you have to talk to people to enact good reforms. And this is something that in emergency is really difficult, and so that's why we should avoid emergencies. Voilà. Merci. L'ambassadeur de Suède en France pour nous parler du modèle suédois, du traitement de la transition démographique, plus spécifiquement dans votre pays. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à ce panel. Je vais parler de la réforme des retraites que nous avons faite, nous, en Suède, mais d'abord, un petit commentaire à ce qu'on vient d'entendre. Je suis d'accord avec M. Charpin et Mme Fornero. Ils ont réussi, je pense, à bien identifier les questions que suscitent les perspectives démographiques en Europe. Les gros problèmes pour les prochaines décennies sont évidemment créés par ce que vient le noter M. Charpin, la génération du baby boom, à laquelle d'ailleurs j'ai l'honneur d'appartenir, et lui aussi, si je vois bien. Le seul soulagement semble être qu'à partir de 2035, cette génération commence à mourir sérieusement, et au-delà de 2065, les générations nombreuses auront quasiment disparu. Et il paraît, l'Europe rajeunira. Cette analyse, d'ailleurs, conduit parfois à la conclusion que l'alourdissement de la charge sur la génération active constitue un problème, bien sûr, mais un problème transitoire. En France, en particulier, avec sa fécondité relativement forte, on entend souvent dire qu'à long terme, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter trop des ratios de dépendance ou le système des retraites. Ça va se régler tout seul. Et je ne suis pas démographe et je ne dis pas que M. Charpin, que c'est votre analyse, mais je note de toute façon ce que vous notez vous-même. Au-delà de 2050,
toute prévision de la fécondité et, je pense, de la mortalité devient très incertaine. Et ça, c'est tout simplement un petit bémol. De toute façon, pour nous, aujourd'hui, et pour les 20-30 ans à venir, la priorité sera évidemment au financement des retraites et l'urgence de cette priorité. Chez nous, en Suède, la Suède, c'est un pays toujours apte, dans un esprit très luthérien, à anticiper les problèmes ou des problèmes de tout genre. C'est notre caractère. Nous avons pu constater déjà dans les années 70 que notre système, à l'époque, de retraite ne tiendrait pas la route. Le système était sous-financié et avec les pressions démographiques, les problèmes allaient s'aggraver. Selon les experts de l'époque, si on n'augmentait pas les cotisations très drastiquement, de façon, je dirais, pratiquement politiquement impossible, les fonds de réserve seraient épuisés vers 2015 déjà. Alors nous nous sommes trouvés dans une situation, nous avons vécu ou anticipé plutôt une crise, et un débat qui ressemble beaucoup à ce qu'on vit en France aujourd'hui. Il y avait aussi dans notre système à l'époque des problèmes d'équité qu'il faudrait tôt ou tard régler. Équité intragénérationnelle ainsi que équité intergénérationnelle. Intragénérationnelle dans le sens que les hauts revenus étaient avantagés dans le système et les ouvriers pénalisés. Intergénérationnel dans le sens que le système était payé beaucoup plus par les jeunes que par les plus âgés. Donc, une fois de plus, un peu à la suédoise, nous avons consacré plus d'une décennie aux études et aux discussions politiques de cette réforme qu'on voulait faire du système des retraites. La décision a été prise finalement par une large majorité au Parlement suédois au milieu des années 90. La mise en œuvre a commencé en 1998 et les premières prestations ont été versées en 2001. Donc, comme vous voyez, un processus très rapide, très très long. Nous avons réussi à créer un système qui atteint 3 objectifs principaux: un équilibre financier stable, une meilleure transparence pour l'individu et aussi pour le système entier, et troisièmement, une plus grande équité intra- et intergénérationnelle. L'ancien système des retraites était un système de répartition. C'est un terme que vous connaissez, j'espère, basé sur une définition des prestations aux pensionnaires pour lesquelles l'État s'était engagé. Le nouveau système est un système toujours de répartition, mais avec une part de capitalisation et avec une autre différence très importante. Le système n'est plus défini par les prestations, mais par les cotisations. Ça, c'est un point tout à fait fondamental. En fait, dans le système, on a intégré un mécanisme d'équilibrage, un frein, si vous voulez. On l'appelle chez nous, en suédois, un frein, qui réduit automatiquement les prestations et les futures pensions si une croissance économique insuffisante conduit à une situation où le passif du système est plus important que l'actif. C'est-à-dire, tout simplement, tout d'un coup, on va constater que la croissance ne suffit pas. Chers pensionnaires, chers retraités, vous trouverez une somme moins importante dans l'enveloppe mensuelle.
Désolé, mais c'est comme ça. L'économie ne marche pas suffisamment bien en ce moment. Il y a quelques années, en fait, une telle situation est apparue et les retraités ont vu leur pension réduite du jour au lendemain, de façon à provoquer, bien sûr, des réactions assez fortes. Mais le système politique a tenu bon et a mis en application le frein dont je viens de parler, comme prévu, en dépit d'un débat tout à fait animé. Évidemment, cela a été facilité de façon importante par le fait que la réforme avait été élaborée et adoptée par pratiquement tous les partis politiques au Parlement. Ils étaient tous, comme on dit en anglais, des stakeholders et n'avaient pas vraiment une possibilité politique d'objecter ou protester contre cette mesure. Et ça, c'est l'aspect peut-être le plus important, le plus innovateur, et l'aspect, je dirais, unique dans notre système, mais qui est aussi fondamental pour pouvoir traverser ces 3 décennies futures. Je veux mentionner aussi, avant de terminer, la transparence du système, parce que la transparence joue un rôle aussi essentiel, parce qu'elle rend plus compréhensible et donc plus acceptable le système, même des réductions, comme je viens de raconter, pour les citoyens. Chaque cotisant dans notre système est titulaire d'un compte individuel où sont inscrites les cotisations qu'il verse chaque année. Elles forment un capital fictif ou notionnel, si vous voulez, et au moment du départ à la retraite, ce capital fictif est converti en rente. Et chaque année, les cotisants reçoivent ce que nous appelons, nous, une enveloppe orange, parce qu'elle porte cette couleur, dans le courrier, avec les montants cotisés par l'assuré, par l'employeur et par l'État, et avec des informations sur le montant estimé de sa future pension. Alors, je m'arrête là, mais comme ça, j'ai expliqué un peu notre système et je peux le commenter un peu plus dans la discussion. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Dorothée Wisika de la Banque africaine de développement. Alors vous allez nous parler du vieillissement de la population en Afrique, en tout cas dans une partie de l'Afrique. Et vous avez bien évidemment 7 minutes pour faire le tour de ce grand continent. Comment ça marche là? Ça doit marcher normalement tout seul. Allez-y pour voir. Ah, okay. C'est là-bas que ça marche. Ah, c'est là-bas? Okay. Ça marche comment? Faites comme ça. Voilà, ok, c'est bon. Merci beaucoup. Bonsoir. Je vais vous partager une analyse du vieillissement de la population en Afrique subsaharienne. Une analyse de portée générale, mais qui n'ignore pas pour autant la pluralité des réalités de ce continent. Comme vous le savez, l'Afrique subsaharienne a accusé des taux élevés de fécondité durant un moment, et donc avec un volume important de jeunes dont la demande sociale est loin d'être satisfaite, mais depuis un moment, on a observé un fléchissement donc des niveaux de fécondité, et si cette tendance se poursuit, les Nations Unies tablent sur un déclenchement du processus donc de vieillissement de sa population, avec un doublement attendu des 60 ans et plus attendu d'ici 2040. Alors cela crée des inquiétudes. Cela crée des inquiétudes parce que nous sommes dans un contexte où la vieillesse est essentiellement prise en charge par la famille. Et cette famille a les membres qui souffrent de plus en plus de pauvreté, avec des difficultés d'accès donc aux soins de santé, et aussi des difficultés qui souffrent d'un chômage important. Mais il y a aussi que aujourd'hui, il y a des problèmes de dépendance qui vont se poser à ces jeunes-là. Mais ça, c'est une analyse
qui situe les perspectives démographiques dans le long terme, alors que la situation est analysée dans le temps présent. Ce que nous avions fait, c'est d'essayer d'attacher la même temporalité aux deux processus, donc le processus démographique et le processus économique. Et lorsqu'on a considéré ces deux processus sur une même échelle de temps, nous avons quand même décelé des signes d'espoir qui proviennent de ce tournant économique probable qui s'annonce pour l'Afrique. Vous savez que les perspectives sont aujourd'hui prometteuses et aussi beaucoup d'observateurs considèrent que l'Afrique, avec son potentiel démographique et son potentiel économique, est le continent du futur. Tout le monde veut y se faire une place. Alors, il y a aussi le fait que la mobilisation internationale est très forte aujourd'hui sur les questions du bien-être des populations, parce que, quoi qu'on dise, tous les pays sont en interdépendance et aucun n'est indifférent sur ce qui se passe chez le voisin. Donc, on est obligé d'assurer un certain niveau de vie pour que on ne souffre pas tout à fait de la misère, entre guillemets, de ce qui se passe à côté. Et l'autre chose, c'est qu'il y a eu un recentrage, quand même, quoi qu'on dise, de la problématique du développement. Aujourd'hui, on ne table plus tout simplement sur la croissance économique, mais on réfléchit aussi sur sa répartition, faire de telle sorte que la majorité de la population bénéficie de la richesse du pays. Le troisième élément qui va intervenir sans doute dans ce processus de vieillissement, c'est que la problématique du développement intègre de plus en plus les réformes de sécurité sociale. Des réflexions sont en cours pour pouvoir couvrir les travailleurs du secteur informel, parce que c'est le secteur qui emploie le plus grand nombre de personnes. Et donc ça, c'est un élément qui va servir justement le processus du vieillissement en Afrique. Maintenant, à partir de ce moment du moment où il y a les perspectives économiques sont bonnes et qu'il y a ce recentrage du processus de la problématique du développement qui s'opère, on pense que la gestion du vieillissement dépendra avant tout de la dotation des pays en ressources naturelles et aussi de la manière dont ils mettront en valeur leur croissance économique pour la faire partager au plus grand nombre. Et là-dessus, le rôle des États sera très important, leur leadership, la manière dont ils prendront les décisions, la manière dont ils s'inspireront des expériences des autres pays. Mais la question que l'on peut se poser, c'est de savoir que quand même l'Afrique a eu beaucoup d'occasions qu'elle a ratées. On peut donc se dire qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui l'Afrique ne rate plus ce tournant qui se présente aujourd'hui. Alors nous avions essayé d'identifier certains éléments qui sont en lien avec la démographie, qui vont aider donc l'Afrique à s'en sortir. Il y a d'abord quand même toutes ces mutations qui se passent dans le monde avec l'accès des pays asiatiques à l'émergence. Il y a aussi le développement de l'économie du savoir, il y a la diversification de la coopération internationale et surtout il y a la montée des aspirations à la liberté d'expression. Et aussi les appels à revisiter les modèles de développement qui aujourd'hui quand même ont présenté beaucoup de faiblesses. Alors dans cette mouvance, nous pensons qu'il y a quand même des opportunités dont les pays pourront se saisir pour mieux gérer le processus de vieillissement qui s'annonce dans les années prochaines. Alors, s'agissant donc de la montée des aspirations, nous pensons que c'est un facteur qui est très, très fort parce que ces jeunes d'aujourd'hui seront les vieux de demain.
Ce sont ceux-là qui auront 60 ans et plus d'ici 2040. Ces jeunes auront connu les émeutes de la faim dans certains pays des années 2010. Ils auront connu également les printemps arabes et puis les mouvements des indignés. Alors, ils seront déterminés à réclamer des gouvernements d'aller résolument vers le développement. Et il y a aussi la diaspora. Vous savez, on sollicite de plus en plus la diaspora pour qu'elle investisse dans les pays d'origine, dans des projets de développement. Cette diaspora exigera également des garanties de transparence, des garanties de bonne gestion, des capitaux qu'ils pourront mettre à la disposition de leur pays. Maintenant, il y aura une chose que les pays devront régler, c'est la question du capital humain dans un contexte où le système éducatif produit le système éducatif n'est pas adéquat, alors il faudra résoudre ce problème. Et là encore, les pays pourront mettre à profit le savoir et le savoir-faire de la diaspora pourvu que l'on mette en place des programmes adaptés pour susciter leur retour. Il y a la migration aussi des communautés européennes, des autres communautés qui pourra aider, dans ce sens que, puisque la migration procède avant tout d'un déséquilibre des conditions économiques, sociales ou politiques, dès lors que les pays sont attractifs, on verra d'autres communautés s'installer et apporter également une minute encore s'il vous plaît, leur savoir-faire à nos pays. Et déjà, on a constaté des flux migratoires dans certains pays comme l'Angola, le Cap-Vert, de certains groupes, certaines communautés de l'Europe, du fait justement de la crise en Europe. Ce ne sont pas encore des mouvements très importants, mais c'est une piste également que l'on pourrait donc se saisir. Et puis il y aura évidemment le leadership politique dont on aura besoin pour définir la vision, pour faire les choix qui sont les meilleurs. Et alors ce n'est qu'à ce prix, en ce moment-là, que les pays pourront bien gérer le défi démographique supplémentaire qui s'imposeront à eux. Donc, en ce moment-là, on pourra dire que le retard de la transition démographique que cette partie du monde aura accusé aura été bénéfique, et on dira également que peut-être qu'il serait bon de vieillir en Afrique subsaharienne dans 30 ans, en 2030 ou 2040. Je vous remercie. La parole maintenant est à André Masson, donc de l'École des hautes études en sciences sociales. André qui est un véritable encyclopédiste des transitions démographiques et qui n'a néanmoins que 7 minutes pour nous délivrer son savoir. C'est à toi. Ça commence mal. Bon, donc on va revenir après la transition par l'Afrique, donc c'est difficile, il y a aussi un problème de transition. Sur le cas du vieillissement en Europe, et donc je prendrai le cas de la France. Alors je m'écarterai de ce qu'a dit un peu Jean-Michel Charpin sur les problèmes de passage du baby-boom, d'équité sur qui doit porter la charge, du problème du système de retraite qu'on doit mettre en place, un système de compte notionnel comme en Suède qui vous a été présenté, un système à points aussi à cotisation définie comme on dit en Italie, pour revenir un peu plus en amont sur les conséquences du vieillissement en Europe. Et en prenant le cas français, on a les chiffres. Et alors les données de base, je travaille à la SERP, c'est 3 flux financiers annuels entre générations. Alors, il y a le flux des transferts sociaux ascendants qui vont plus de 60 ans, à peu près 20% de la population, les plus de 60 ans, retraite, dépendance, santé, qui font 400 milliards d'euros par an aujourd'hui, et donc 20% du PIB. Ce pourcentage a quasiment augmenté depuis 30 ans. Deuxièmement, il y a le flux des autres transferts sociaux qui vont donc aux moins de 60 ans, donc 80% de la population, santé des plus jeunes, indemnisation du chômage, allocation familiale et autres allocations, RSA, etc., mais aussi les dépenses d'éducation et de formation continue. Ces transferts forment combien ? Toujours 400 milliards, 20% du PIB,
Donc les moins de 60 ans reçoivent en moyenne 4 fois moins par tête que leurs aînés. Voilà, ce n'est pas un jugement de valeur, hein, c'est un fait. Alors, ça pose le problème tout de suite, avant de voir le troisième flux, qui est les transmissions patrimoniales qui descendent des générations, du problème d'un effet du vieillissement, c'est-à-dire qu'on a plus de personnes âgées, du poids accru des plus de 60 ans, la soutenabilité financière globale de notre État-providence. Est-il soutenable? Jusqu'en 2035, comme après, c'est un vrai problème. Donc, les plus de 60 ans, qui font 20% de la population aujourd'hui, faisaient 6 à 7% de la population en 1950, ils en feront un tiers en 2050. De toute façon, on a un vrai problème. Hein, et la population des plus de 60 ans va à peu près doubler d'ici 2050, à effectif des 20 à 60 ans, à peu près inchangé. On a donc un problème de viabilité globale qui se pose en matière de retraite, mais qui, sur le long terme, et qui concerne aussi tous les postes de la protection sociale, dépendance, santé, chômage, etc. Et aussi les investissements humains dans les jeunes générations, santé, formation, éducation, qui sont particulièrement nécessaires pour eux, mais aussi pour la croissance. Donc, on a vraiment tous les postes qui sont sous tension. Quand on dit que finalement les retraites, c'est pas gênant, le problème qu'il y a, on a juste 1% du PIB à trouver. Et dans les autres postes aussi, on est à la limite. Les transferts de moins de 60 ans, on ne pourra pas vraiment les diminuer. Donc, on est parti pour les garder. Les transferts aux plus âgés, santé, dépendance, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc, qu'est-ce qui reste? Les retraites publiques dont a parlé Jean-Michel Charpin, c'est là-dessus qu'on peut jouer, sachant que les autres postes, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, si on ne veut pas passer au fonds de pension, qui sont sortis, et si le but extrême, c'est quand même d'éviter le retour à la pauvreté parmi les retraités. C'est bien ça qu'on cherche. Les retraités, on a le deuxième taux le plus faible de pauvreté en Europe des 15 en France, derrière les Pays-Bas. 11,5%, 7,5% aux Pays-Bas, 18-20% Danemark-Suède. Donc pour les plus âgés, au moins, on n'est pas mauvais. Si on veut garder ça à plus long terme, il n'y a qu'une seule mesure possible, c'est travailler plus longtemps. À long terme, peut-être pas tout de suite, mais à long terme. Et ça permet d'assurer le financement de la protection sociale. Comment on fait? Il y a beaucoup de gens qui disent par des incitations financières, décote, surcote, retraite à la carte, etc. Ça, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais, même si on le défend, les libéraux le défendent, parce que c'est inégalitaire. Qui c'est qui va en profiter? Des gens comme moi. Pas trop mal payés, boulot intéressant, envie de rester, pas de chômage, génial. Donc, et on va me payer une surcote. Très bien, je suis d'accord. Bon, ce qu'il faut faire, donc, c'est assez vite améliorer les conditions de travail, adapter les postes aux âges, etc., et changer même la valeur du travail. Un travail dont on pourrait, pour reprendre la parole de Victor Hugo dans son poème « Je travaille », dont on pourrait être fier, la fierté au travail. Bon, pour ma génération du baby-boom, qui était assez hédoniste, c'est dur, mais je pense qu'il faut y passer. Et donc éviter le fait que les incitations financières soient juste un durcissement des règles d'éligibilité pour une pension pleine. Alors, qu'est-ce que veulent les jeunes générations dans ce cadre? Eh bien que ça arrive, même s'il y a des limites, le plus vite possible. Plus on allonge la durée de travail, moins il y aura de retraités à financer, et puis il y aura de cotisants qui cotiseront avec les jeunes, donc tout de suite. Et puis deuxièmement, ça permettra de sauver les dépenses pour les jeunes dont ils bénéficient, donc ce qui veut chômage, éducation, etc. Bon. Ça, c'est donc le premier problème qui fait donc qu'il y a déjà un problème à long terme qu'on connaît bien, mais qu'il faudrait mettre devant, et que les syndicats ne mettent pas devant sur les conditions de travail et un travail épanouissant. Ensuite, le deuxième problème, eh bien, c'est le dernier flux dont je ne vous ai pas parlé. Les transmissions patrimoniales qui descendent les générations. Elles font combien? 200 milliards par an. On en parle peu. C'est des aides, donations, héritages, donc 10% du PIB, si on tient compte de tout. Ça a plus que doublé en 30 ans. Pourquoi? En particulier à cause de la bulle immobilière qui a fait qu'il y a une augmentation des prix de l'immobilier en France dans les années 2000. Et donc ce flux est très inégalitaire avec des propriétaires et les autres, des héritiers et des non-héritiers, etc. Et vous voyez ce qui se passe, ces transmissions patrimoniales qui ont été beaucoup plus vite que la croissance économique, donc le PIB. Qu'est-ce qu'il y a ça? Et donc l'idée, c'est que donc la fortune est de plus en plus héritée en France, sans qu'on retourne à une France alsacienne, ou alors elle est due à la chance, les plus-values immobilières, elle est de moins en moins due au mérite, à l'effort personnel d'épargne. Deuxièmement, vous avez donc des seniors français qui épargnent beaucoup, qui surépargnent pour des raisons diverses, et donc
qui ont plein de patrimoine, du moins pour certains d'entre eux, un patrimoine dormant des rentes entre 70, 80, 90 ans, et là, ils donnent à leurs enfants adorés, c'est sympa, mais leurs enfants ont 60 ans, c'est beaucoup trop tard, ils n'en ont plus besoin, il fallait donner plus tôt. Donc vous avez une situation en France qui est sous-optimale, et qui est quand même assez particulière, la situation française, alors que pour les histoires de transfert public, c'était plus une position générale. Et donc vous avez des jeunes contraints par la liquidité, qui ont des besoins de formation, familiaux, patrimoniaux, et qui sont la langue pendante en train d'attendre que ça arrive. Bon. Donc une telle situation évite de relancer la consommation, freine les investissements à la croissance, puisqu'on a ce patrimoine qui est possédé dormant pendant 30 ans par les plus âgés, favorise la reproduction du déséquilibre patrimonial, puisque c'est quand j'arrive à 60 ans que je touche l'héritage et que je deviens vieux moi-même, et puis elle renforce les inégalités de fortune. Donc qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette situation? Bien, il y a quand même un jackpot. Si on veut à la fois donc, accélérer la circulation du patrimoine vers les jeunes générations, diminuer les inégalités sociales et intergénérationnelles, générer des recettes supplémentaires dont on a besoin et préserver, la morale et les valeurs familiales, la seule solution est une taxation sensiblement plus forte et progressive des seuls héritages familiaux. C'est effectivement, ça donnerait un avantage comparatif à la donation et on sait que les parents sont sensibles à cet avantage à la donation et que ça aidera les jeunes ménages qui touchent une donation précoce parce qu'on a montré avec des collègues que ça accélère l'accession à la propriété de logement, à la création d'une entreprise, etc. Ça permet aussi de développer les dons caritatifs, etc. Donc on passerait d'un système du droit à l'héritage à droit de donner avec des incitations qui vont dans le bon sens et qui pourraient relâcher la pression sur les autres impositions du capital et du patrimoine et de ses fruits. Vous savez, les phénomènes des pigeons et des poussins, là. Puisqu'en fait, là, on aurait les bonnes incitations. Ça permettrait de générer parfois une augmentation de l'impôt énorme, du genre, si on double le taux moyen d'imposition qui est faible, on gagne 10 milliards par an. 10 milliards par an, pas 1 milliard comme sur le reste de la politique familiale. Et puis, dernier point, qu'est-ce qui est important? Eh bien, que ce phénomène n'est pas débattu. On n'en parle pas. Tout le monde s'en moque, et que deuxièmement, si je dis j'augmente fortement les impôts sur l'héritage, je me trouve actuellement où? À la gauche de Mélenchon, très largement à la gauche de Mélenchon, alors qu'au 18e, 19e, des gens comme Tocqueville et John Stuart Mill auraient dit « mais c'est bien sûr l'évidence, c'est ce qu'il faut faire ». Maintenant, nous allons donner la parole à mon voisin. Il y a du bruit, non? Hervé Lebras de l'Institut national d'études démographiques, en particulier sur cette notion. Si vous voulez prendre la parole, ça sera juste dans 10 minutes. Sur cette ambiguïté du terme transition dont on use depuis le début. Oui, merci. J'avais prévu une intervention sur la transition démographique pour un démographe dans tous les pays du monde. Transition démographique signifie passage d'un régime de haute fécondité et haute mortalité équilibré à un régime de basse fécondité et de basse mortalité. C'est ça le sens classique. Mais là, je m'aperçois en étant à cette tribune qu'il y a un autre sens que j'ignorais. Donc je vais, comme tout le monde, parler de la question des retraites. D'abord, les prévisions. Est-ce qu'on peut se fier à des prévisions à 2050? Un chiffre. En 1994, les prévisions de l'ONU sur la population française pour 2050, prévisions d'ailleurs fournies par l'INSEE, donnaient 61 millions d'habitants en France en 2050. En 2011, les prévisions de l'ONU pour la France en 2050, fournies par l'INSEE aussi, donne 74 millions. On est passé de 61 millions à 74 millions d'habitants. Vous pouvez vérifier les courbes et les chiffres dans un article que j'ai écrit dans La Recherche de décembre 2012 sur ce sujet. Ça veut dire qu'on ne peut pas bien prévoir à long terme, notamment pour l'évolution de la fécondité, mais ça veut aussi dire qu'il faut être flexible, qu'il faut prévoir des systèmes qui vont s'adapter, puisque si en 17 ans, on passe de 61 à 74 millions, dans 17 ans, on sera en 2028, à quoi sera-t-on passé? Dans 17 ans plus tard, on sera en 2045, je me demande à quel chiffre on sera pour 2050. Alors,
Ça, c'est un premier problème. Un second problème, c'est, j'entends beaucoup parler, la proportion des plus de 65 ans, des plus de 60 ans, la charge des actifs. C'est la vision démographique des choses. Mais en fait, dans la réalité, ce n'est pas des gens de plus de 65 ans à charge de gens de 20 à 65 ans. C'est des actifs par rapport à des inactifs. Et ça change tout. Et ça change tout pourquoi? Parce que, pour deux raisons. D'abord, dans les actifs, il n'y a pas simplement des hommes, il y a des femmes aussi. Et le nombre de femmes actives a considérablement augmenté en France. Ça change très largement la relation. On est passé d'à peu près 50% dans l'après-guerre à maintenant 83% dans la zone 15-55 ans. Et si on parle de charge, il faut mettre au numérateur les inactifs au total, pas simplement les plus âgés, mais aussi les inactifs en termes d'activité, donc ceux qui ont moins de 65 ans, qui ont entre 20 et 65 ans. Donc on augmente le numérateur et on diminue le numérateur. Et quand on fait le calcul, on s'aperçoit que ça fait un très gros changement. Par exemple, quand on fait ce calcul pour le Maghreb, on croit que le Maghreb a une très faible charge des actifs. Mais si on rapporte les inactifs aux actifs réels, comme il y a très peu d'activité féminine au Maghreb, la charge est plus forte pour un actif du Maghreb que pour un actif français. Second point, seconde critique, c'est pas à 65 ans qu'on part à la retraite, qu'on quitte l'activité, ce qui est un peu différent. C'est l'âge moyen auquel on quitte l'activité en France, très clairement l'âge moyen auquel la moitié des hommes français ne sont plus actifs, c'est 58 ans et demi. Ça fait une différence. Ça fait autant d'inactifs en plus et autant d'actifs en moins. Et ça aussi, il faut en tenir compte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dirais non pas qu'est-ce qu'il faut faire, ce n'est pas mon métier. Je dirais simplement qu'est-ce qu'on peut faire. Et à la demande du Parlement européen, j'avais fait des calculs sur les pays d'Europe en tenant compte de ces deux faits et en regardant, je suis allé jusqu'en 2050, de différentes manières d'ailleurs, mais en regardant, que se passerait-il pour la France notamment si on tenait compte d'une augmentation de l'activité des femmes et qu'on supposait qu'en 2050, elles travailleraient autant que les hommes? Ça me paraît une prévision assez raisonnable quand on voit l'évolution de l'activité féminine. Eh bien, à ce moment-là, le rapport des inactifs aux actifs diminue, ou du moins la charge des actifs diminue. Elle diminue de près d'un tiers par rapport à ce qui est prévu avec une activité constante. Seconde hypothèse que j'avais faite, j'avais supposé une chose pas extraordinaire, j'avais supposé qu'en 2050, la France a rejoint pour les hommes le taux d'activité actuellement constaté par âge en Suède. C'est quand même pas, ça m'apparaît pas impossible. Vous avez une description du système suédois, c'est pas l'enfer. Simplement, en Suède, l'âge auquel la moitié des hommes ne sont plus actifs, c'est entre 5, je crois, le dernier chiffre que j'avais était 63 ans et demi, 50 plus qu'en France. Quand vous rajoutez cela aux hommes français, donc on dira, ben voilà, les hommes français doivent faire feront comme les Suédois. À ce moment-là, le problème de la charge des actifs disparaît. Autrement dit, très largement, notre problème est de tenir compte d'évolutions qui sont des évolutions sociales, qui ne sont pas des questions démographiques. Il y a une tendance à rejeter sur la démographie des questions qui sont d'un autre ordre, qui sont des blocages d'ordre sociaux, et Madame la ministre italienne l'a d'ailleurs assez bien signalé. Alors, je vais terminer par deux petits points. Un point sur, on a souvent dit, mais si la charge des actifs augmente, on pourrait recourir à l'immigration. Alors, c'est vrai pour conserver la population active, et c'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement, notamment en Allemagne, comme vous le savez. Mais si on voulait, avec les chiffres actuels, maintenir la charge des actifs, donc sans augmentation de la force de travail féminine, ni sans allongement de la durée du travail, l'ONU a calculé qu'il faudrait que chaque année, en France, on importe, si on peut dire, 920 000 personnes. Alors là, je crois que du point de vue politique, c'est un tout petit peu difficile. En plus de ça, on les prendrait à des pays qui eux-mêmes auraient le même problème, qui devraient à leur tour importer 920 000 personnes, et ainsi de suite. Et finalement, il faudrait trouver des habitants sur la Lune ou sur Mars. Le second point auquel je voudrais faire allusion est cette question de justice qui est souvent soulevée. Et je trouve, entre générations, on ne fait peut-être pas assez attention au fait que les personnes d'un certain âge, qui touchent même maintenant des retraites, ont cotisé pour leur retraite dans des prévisions qui
ne tenait pas compte de l'augmentation de l'espérance de vie. Donc on peut cotiser d'une certaine manière. Or, pour vous donner un chiffre, l'espérance de vie à 65 ans des hommes était de 10 ans jusqu'en 1940 à peu près. Et quand je dis 10 ans, c'est extraordinaire, elle était déjà de 10 ans sous Napoléon. On a des chiffres sur tout le 19e, etc., les calculs sont faits. Ça n'avait pas du tout augmenté. Ce qui avait baissé, c'est la mortalité aux jeunes âges et aux âges adultes. Et surtout à partir des années 70, cette espérance de vie s'est élevée à 65 ans, elle est maintenant de 18 ans. Ça veut dire qu'au lieu de payer 10 ans, il faut que vous payiez 18 ans, donc ça se paye plus cher, et les générations qui avaient payé sur la base de 10 ans ont eu un avantage, et ça ne me paraît pas du tout injuste que soit leur retraite soit un peu diminuée, il n'y a même pas besoin de stop, je m'arrête juste là, soit leur retraite soit un peu diminuée, ça suffit. Alors maintenant, donc, la parole est à Pervenche Berès du Parlement européen. Et vous allez nous parler de votre expérience, votre expertise en matière d'affaires européennes sur justement cette transition démographique. Vous avez la parole. Merci beaucoup, merci de cette table ronde. Ces rencontres d'Aix sont inscrites sous le mot d'ordre le choc des temps. Et au regard du thème qui nous anime cet après-midi, je dirais qu'il y a clairement le temps long et le temps court. Le temps long, c'est l'évolution démographique, c'est aussi le temps de la réforme. Et le temps court, c'est celui de la crise et c'est celui des réactions en termes de migration. Deuxième remarque liminaire que je voudrais faire, c'est simplement rappeler ici les propos de Kofi Annan lorsque, au nom des Nations Unies, il avait reçu le prix Sakharov au Parlement européen en 2003. Il avait fait tout son discours sur l'enjeu démographique et donc des migrations qui attendaient le continent européen au regard des autres continents. Ça avait provoqué dans l'hémicycle un espèce de malaise, en tout cas sur une grande partie de l'hémicycle, qui traduisent bien comment le choc entre la démographie et la migration est une question que nous devons aujourd'hui traiter lucidement. Pour moi, la question qui nous est posée n'est pas qu'une question de retraite, et je voudrais articuler mon propos autour de 3 enjeux. D'abord, quelle est la transition démographique dont nous parlons ? Deuxièmement, en quoi est-ce qu'elle provoque des tensions ? Et enfin, comment est-ce qu'on peut imaginer trouver un espace d'apaisement ? Sur la situation démographique que nous observons aujourd'hui, les phénomènes démographiques et donc les phénomènes de migration qui ont accompagné cette évolution démographique de l'Union européenne, au sens strict du terme, mais de l'Europe en général, ne sont pas nouveaux. 25 millions d'Européens ont quitté le continent entre 1880 et le début de la Première Guerre mondiale. Et nous sommes, à l'inverse, devenus, pendant les 30 Glorieuses, une terre d'immigration, situation qui s'est confirmée depuis les années 90. La difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que nous ne devons pas uniquement regarder la question des flux migratoires entre l'Europe et les autres espaces, mais bien à l'intérieur de l'Europe, compte tenu de situations démographiques différenciées à l'intérieur de l'Europe, à un moment où cette question est posée en s'entrechoquant avec un autre élément beaucoup plus compliqué, d'une certaine manière, dans ce temps long, qui est la question de la crise économique qui aggrave la tension. Dans le droit européen, l'idée de la libre circulation des personnes est consubstantielle à l'Union européenne, puisqu'elle est inscrite comme un droit quasiment absolu, et que, normalement, elle devrait être un événement heureux. Dans cet esprit, je crois qu'il faut regarder aujourd'hui les conditions du vieillissement de la population qui est inégalement répartie entre les pays de l'Union européenne. Et c'est là où on voit qu'il y a des tensions et des désordres possibles très grands. D'abord, sur le marché du travail lui-même, est-ce que les chiffres qui ont été donnés sur l'âge effectif d'emploi des personnes âgées ou des
hommes en fin de carrière correspond aux offres d'emploi qui sont aujourd'hui sur le marché du travail, c'est une question qu'on ne peut pas totalement ignorer par rapport à l'âge de départ à la retraite. Sur la question du chômage des jeunes, dont on a l'impression qu'elle est liée au fait que les vieux gardent leur poste, cette question du chômage des jeunes, pour moi, elle est toute relative, puisque partout, toujours, le chômage des jeunes est plus grand que celui des personnes en âge de travailler. Simplement, elle se pose aujourd'hui avec prégnance parce qu'on atteint des chiffres absolus qui sont totalement insupportables. Du point de vue français, on pourrait dire qu'on est en démographie normalement un pays heureux. Mais même dans cette situation, on voit qu'on a une difficulté à gérer ce potentiel qui est le nôtre, puisque alors que des jeunes devraient être considérés comme une chance pour notre pays, parce que relever le principal défi pour demain, c'est relever celui d'innovation, et donc de mettre les jeunes au travail, parce que ce sont eux qui seront porteurs de l'innovation, eh bien certains considèrent que c'est un problème, parce que ça fait des chômeurs en plus. Dans les tensions qui se sont développées au plan européen, cette situation, on la retrouve notamment dans les migrations. Car beaucoup ont par exemple érigé la Lettonie en exemple absolu du bon élève de l'Union européenne. Mais on oublie de mentionner que dans les premières heures ou les premiers mois d'intervention du FMI, 250 000 jeunes lettons éduqués, ceux qui pouvaient voter avec leurs pieds, ont quitté la Lettonie. 10% de la population. Et le même phénomène se retrouve aujourd'hui en Grèce, au Portugal, en Espagne, au motif que la pression démographique favoriserait un appel d'air au centre de l'Union européenne. Moi, je considère que cette solution ne peut pas être une solution. Cette solution était celle qui prévalait dans ces pays lorsqu'ils étaient en dictature avant de rejoindre l'Union européenne. Et le modèle économique européen aujourd'hui ne peut pas dire à un jeune grec, à un jeune espagnol ou à un jeune portugais « migre faire ta vie professionnelle en Allemagne », c'est ça le rêve européen. Deuxième grande tension, c'est la question en termes de politique économique. La politique économique aujourd'hui est déterminée par une société vieillissante qui fait le choix des vieux, c'est-à-dire celui de la rente au détriment de l'inflation. Je n'ai pas le temps de développer, on aura éventuellement le temps d'y revenir dans les questions, mais les grands enjeux, la pression du modèle démographique dans lequel nous sommes, c'est aussi cette traduction en termes de choix économiques. J'en termine avec les perspectives, car je crois que dans le rêve européen, l'idée qu'il y a un grand marché de la libre circulation des personnes et que c'est ça la solution de la crise, je n'y crois pas, car encore une fois, je crois que les jeunes peuvent aussi avoir le droit et l'aspiration à vivre et travailler au pays. Ce qui signifie que la question de la portabilité des retraites, bien sûr, il faut la faire. Et ça n'est pas un hasard si ce dossier qui était confisqué, si j'ose dire, et bloqué au Conseil depuis des années, vient d'être débloqué sous l'impulsion de l'Allemagne pour permettre la portabilité des retraites, non pas à l'intérieur des pays, mais entre les pays, pour favoriser les migrations, y compris des cerveaux, vient de sortir de sa situation de blocage. Je crois que nous devons penser l'Europe comme un espace global de solidarité. Bien sûr, il faut autoriser les migrations, mais encore une fois, ça ne peut pas être la réponse aux situations de crise dans lesquelles nous connaissons. Il faut poser la question du financement des retraites et donc aussi de la portabilité des retraites dans le grand marché qu'est l'Union européenne. Mais cette portabilité ne peut pas se faire à sens unique. Elle doit être dans l'intérêt de tous, ce qui signifie la possibilité de vivre et travailler au pays, je l'ai déjà dit, mais en cohérence. Je n'ai pas non plus là le temps de développer, car je sens qu'il y a déjà un regard de censure qui s'abat sur moi. Il faut aussi penser, je remercie les jeunes dans leur contribution de l'avoir pointé, à la fois poser la question des stabilisateurs automatiques au sein de l'Union économique et monétaire, et donc de la définition d'indemnité chômage minimum d'une part, d'autre part poser la question de l'union bancaire qui doit permettre de recréer des emplois à la périphérie, ce qui permet d'améliorer le rapport entre actifs et inactifs et donc les conditions de financement des retraites. Merci.
Merci à tous les intervenants qui ont su, sinon prendre en compte le choc des temps, du moins le choc de l'heure, puisqu'on a démarré très tard. Et la première question, puisque vous avez la parole, va être posée par Lucas, qui est devant nous, dans le cadre, bien évidemment, de ce qui a été mis en place, cette innovation. Je vous en prie, pouvez vous lever, c'est très bien. Non. Donc mise en place pour donner la parole à des jeunes, et vous avez la parole, Lucas. Je vous en prie, ça marche. Ça marche ? Oui, ouais. Ça marche. Donc voilà, ma question c'était, est-ce qu'il ne faudra pas un changement culturel de perception de la jeunesse ? Est-ce qu'il ne faudra pas aussi un changement qui s'accompagne d'un changement de politique sociale et économique pour intégrer la jeunesse dans le reste du corps social et non pas la considérer à part ? Et aussi une politique qui favorise son autonomisation, tant financière que intellectuelle. Et voilà, c'était ma question. Et je croyais que c'était très européen, et au final je me rends compte que ça se posera aussi comme problème dans les pays en développement, de la place que non pas qu'on va vous prendre, mais que vous nous laisserez à vos côtés. Voilà. André, une réponse ? Oui, la réponse dépend je vais essayer d'être rapide, de la manière dont on conçoit la famille comme pourvoyeur de bien-être pour les jeunes et les plus âgés en particulier. Et je maintiens que la position qu'on peut avoir est une position forcément idéologique dans le bon sens du terme, selon la vision du monde qu'on a. Où on pense, par exemple, comme une vision traditionnelle de la famille, que les parents savent, veulent et font ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants, et cela mieux que quiconque, et à ce moment-là, on dira, il faut que l'entraide familiale continue, et le jeune partira à 25 ans. C'est ce que j'appelle le modèle multisolidaire traditionnel. Si vous êtes pour l'égalité citoyenne, vous dites en fait que vous n'aimez pas la famille. Vous êtes pour le lien direct entre tout individu citoyen et l'État. Et vous dites que tout ce que fait la famille, c'est souvent inefficace, inégalitaire, parce que vous êtes dans les bonnes familles, les moins bonnes familles, l'héritage, les inégalités entre hommes et femmes au sein de la famille, et aussi même pervers. Cette jeune fille de 24 ans que j'emploie comme entrepreneur dans mon entreprise, c'est pas la peine de la payer, elle vit chez ses parents, donc je vais lui faire un petit stage, mais avec 100 € par mois, ça suffira largement. Ça n'est pas une personne à part entière. Donc si je veux éviter ça, effectivement avec l'égalité citoyenne, je demande donc l'autonomie totale de la personne et la possibilité donc d'avoir des ressources propres, y compris par des dotations. Mais en France, ça va se heurter à un petit problème qui est l'obligation alimentaire. L'obligation d'entretien des parents pour les enfants. Peut-être complément, c'est une des particularités de la France. On a cité le taux de chômage effectivement très élevé des jeunes, mais c'est le taux de chômage des jeunes qui ont quitté le système de formation. C'est pas la même chose. C'est-à-dire c'est les jeunes les moins éduqués d'abord. Oui. Et donc qui sont plus soumis au chômage, et c'est une partie seulement des jeunes. Et là, on touche un autre problème, c'est que la France est un des pays du monde où les jeunes entrent le plus tard sur le marché du travail. Ils entrent sur le plus tard à cause de difficultés économiques, mais aussi à cause d'un mythe méritocratique français qui est très bien. Il faut des diplômes, et surtout, il faut tout prendre en début de carrière. Et après ça, c'est fini, on passe au travail. Et ça, c'est très mauvais, parce que d'abord, ça immobilise longtemps le jeune, donc il a de moins en moins d'autonomie, ce qui était une partie de la réponse à votre question. Et puis, d'autre part, il ne prend plus de formation, arrivé ce qu'on appelle une seconde carrière, qui est fréquent dans d'autres pays d'Europe. Il ne prend pas cette seconde carrière, il prend une vague formation permanente. Vous savez que c'est, je vais dire les choses franchement, c'est 31 milliards de foutus en l'air chaque année en France. Oui, ça oui. Là, soyons clairs, c'est bon. Donc, alors que on peut prendre, et ça se fait notamment dans les pays anglo-saxons, on prend à 35, 40, 45 ans une seconde formation. On apprend un autre métier, parce que l'idée qu'on va avoir le même métier toute sa vie, non, ça marche plus. On vit de plus en plus vieux, mais la durée de vie des formations est de plus en plus faible. Juste là-dessus, il y a un problème de valeur, si vous voulez. Et les valeurs peuvent évoluer très vite, y compris en votre faveur. Une jeune sociologue a travaillé sur ce qui se passe en Espagne maintenant, où en fait on part de la maison beaucoup plus tard qu'en France, et la famille c'est l'hôtel de luxe. Il y a une ministre qui a essayé de faire des studios pour les jeunes, ils ont dit je vis mieux chez mes parents. Donc on n'est pas en Angleterre ou en Suède où ça se passe plus comme le dit Hervé. Donc vous avez ce problème-là. Actuellement vous avez 50% de ces jeunes qui sont au chômage, et l'idée c'est que tout le monde dit mais c'est formidable la famille. Forcément, on est bien obligé de passer par la famille parce que c'est tout ce qui reste. Mais rien ne dit que dans 10 ans, on n'aura pas une autre possibilité. Donc ce que vous avez comme problème, c'est un problème de vous battre pour des valeurs avant pour l'argent. L'argent viendra après.
Vous pouvez l'applaudir. Oui. Bien sûr. Très bien. D'autres questions? Oui, bonjour. Ma question sera collégiale parce que je rebondis un peu sur chaque intervention. On a beaucoup parlé en termes relatifs. Aujourd'hui, les jeunes par rapport aux vieux, les actifs par rapport aux inactifs. Moi, j'aimerais qu'on parle en termes absolus. On est à peu près 7 milliards d'habitants sur la planète aujourd'hui. On sait que si on continue à croître comme ça, on va atteindre un seuil qui fait que de toute façon on ne pourra pas nourrir 50 milliards d'êtres humains. Donc ma question elle est simple, est-ce qu'il ne serait pas plus logique de considérer qu'il faut d'abord régler ce paramètre-là avant de décider de la durée de cotisation, de l'âge de la retraite ou du niveau des pensions? Est-ce que Malthusien veut répondre? Oui, là... Non, mais vous savez que vos vœux sont sur le point d'être exaucés, c'est-à-dire qu'on approche de la fin de l'explosion démographique. Parce que ce que vous avez sous les yeux, c'est l'évolution de la population. Alors vous la voyez, elle monte pratiquement 100 millions de plus chaque année. Mais si vous faites un autre graphique qu'on ne vous montre jamais, qui est l'évolution du taux de croissance de la population mondiale, alors là, vous avez quelque chose qui est tout à fait différent. Ce taux de croissance diminue régulièrement, continuellement, depuis 1975. En 1975, le taux de croissance de la population mondiale était de 2,1% par an, un doublement tous les 30 ans pratiquement. Maintenant, il est entre 1 et 1,1%. Si on continue à ce rythme, ce qui est très vraisemblable, à ce moment-là, on tombera à 0% vers 2050, et ça veut dire qu'on sera entre 8 milliards 500 millions et 9 milliards. Donc, tabler sur une population mondiale supérieure à 9 milliards est maintenant considéré comme irréaliste. L'UNESCO a organisé une grande conférence il y a quelques années qui s'appelait « Explosion ou implosion démographique ». Et moi, je vous fiche mon billet que quand la croissance va devenir trop faible, les prophètes de malheur vont dire « Oh, l'humanité va disparaître ». Donc... L'extinction. Bon, les questions. Oui, je vous en prie. Vous avez le micro. Vous pouvez poser votre question. Merci. Monsieur Flavien Makesse, je suis doctorant au laboratoire d'économie et sociologie du travail, à Aix-en-Provence, bien sûr. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le thème général de notre colloque, intitulé « Les chocs des temps, l'économie mondiale entre urgence et long terme ». Mais tout à l'heure, dans la question relative à la transition démographique, il y a une partie du monde qui m'a semblé être absente dans le débat. Ici et là, quand nous avons commencé depuis hier et par les différents thèmes qui ont été abordés, on essaie de passer par l'Europe, on a abordé l'Afrique, on n'a pas abordé jusque-là la question de l'Asie. Aujourd'hui, on sait que la Chine et beaucoup d'autres pays asiatiques ont un grand avantage par rapport à leur démographie, qui n'est pas un facteur neutre par rapport à leur performance et leur croissance économique. Est-ce que l'Asie n'ayant pas été abordée dans ces débats par rapport à la transition, c'est pour dire que c'est une question qui est marginale, ou bien il a été ignoré par le souci de pouvoir gagner du temps parce que ce n'était pas l'ordre du jour. Mais je constate quand même que la croissance démographique en Asie ou la transition démographique en Asie pourrait aussi avoir un impact dans le 20-30 ans à venir sur la question économique et donc le lien entre la croissance démographique et la croissance économique étant inévitable. Si aujourd'hui les pays asiatiques ont un avantage en termes de coût de la main-d'œuvre, quelle sera la situation dans 20-30 ans et par rapport à l'économie mondiale, quel pourra être l'impact dans cette question? Donc, si vous voulez bien rappeler cet aspect qui n'a pas semblé être abordé jusque-là par rapport à l'Asie sur le plan démographique. Merci. L'Inde et la Chine, André, on s'en fiche? Non, c'est pas ça, mais c'est même Jean-Michel Charpin qui avait dit qu'on traiterait que de l'Europe. Alors, sur ces problèmes-là, moi j'ai eu une fois un problème sur les solidarités familiales entre générations à l'OCDE. J'ai une question dans la salle qui portait sur la Corée. Et la Corée, c'était 6 enfants par femme dans les années 60-70, et maintenant c'est 1,2. 1,2. Donc c'est énorme le choc. Donc ce qui se passe en Asie et qu'on ne sait pas traiter, c'est qu'on pense, nous, que les évolutions démographiques, c'est comme un bateau à voile qui vient mourir, vous savez que ça voile dans le port, tout doucement, etc. En Asie, c'est pas du tout ce qui va se passer. Il va y avoir des évolutions démographiques qui vont être plus rapides que les évolutions économiques. La Corée est un des pays les plus jeunes au monde. Elle va devenir un des plus vieux en l'espace de 20 ans. Donc, qu'est-ce qui va se passer en Corée? Pour les solidarités familiales, j'ai pas répondu grand-chose.
Autre question, autre intervention? En fait, Jean-Michel Charpin, oui. Des applaudissements d'abord et Jean-Michel Charpin après. Juste un mot de conclusion pour remercier les participants à la table ronde. Celle-ci a confirmé que la transition démographique met au moins en cause 3 niveaux. Il y a un premier niveau qui est celui des réformes des retraites ou d'ailleurs des systèmes de dépendance des personnes âgées qui se posent un peu de la même façon, qui sont au centre du débat depuis une vingtaine d'années et qui vont le rester encore quelque temps, mais pas si longtemps que cela. Il y a un deuxième niveau très lié au premier qui est celui de l'emploi. D'abord parce que la façon la plus naturelle de financer la question des retraites et demain celle de la dépendance, c'est de faire travailler plus longtemps les personnes. Ce mouvement est en cours dans tous les pays, y compris en France, il va se poursuivre, mais ça suppose que le marché du travail soit apte à les accueillir. Et parallèlement, tous ces efforts seraient perdus si la jeune génération, celle qui va assurer la relève, ne trouvait pas, elle aussi, des emplois. D'où l'effort qu'il faut faire pour que ceci se passe bien, à la fois en s'occupant de sa formation, de son éducation, et aussi en faisant en sorte que les conditions de coût soient adaptées pour qu'elle arrive à s'intégrer dans le marché du travail. Et puis il y a un troisième niveau qui est apparu sans cesse dans notre discussion, qui est celui de la répartition des revenus et de la répartition des patrimoines, puisque pour financer tout ça, il va évidemment falloir modifier ces répartitions. André Masson a poussé les choses à l'extrême, mais c'était utile pour l'intérêt de notre discussion. Mais en tout état de cause, même si on ne va pas aussi loin que sa proposition, il est absolument certain qu'il faudra se poser la question de la répartition des revenus et des patrimoines. La génération aujourd'hui est une génération en moyenne plutôt prospère, et donc il va falloir d'une façon ou d'une autre organiser un transfert de revenus et de patrimoine de cette génération vers la jeune génération.